Bonjour. Est-ce que vous voyez l'écran? Bonjour, c'est Docteur Bouglizi. Est-ce que l'écran est clair pour vous? Oui, très clair. Très bien, c'est clair. Attendez. Mhm. Mhm. C'est parfait. Donc, hier, on avait vu une introduction à l'économie de santé. D'accord? On avait parlé des points importants en matière d'économie. D'accord? Donc, on a dit que l'économie de santé, elle différait de l'économie classique dans la mesure où la santé n'est pas un produit marchand. La santé n'étant pas un produit marchand, donc on ne peut pas assimiler totalement l'économie de santé à l'économie classique. Donc, elle a ses spécificités, etc. Donc, une des spécificités, c'est que le consommateur n'est pas maître de sa demande, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas le moment où est-ce qu'on va tomber malade. Et de la même manière, c'est le médecin qui prédomine, donc c'est lui qui va dominer la consommation. On a parlé aussi du financement assuré essentiellement par le tiers payant et qu'on rétablissait en fait un équilibre. Et on avait vu quels éléments nous permettaient de mesurer le produit de santé. On avait les indicateurs épidémiologiques classiques que nous connaissons, les indicateurs de morbidité, de mortalité. Euh, Nous avons aussi des indicateurs comme le taux d'occupation des lits et puis un indicateur qui était important, qui était donc les années de vie. Donc, il y a les années de vie gagnées et les années de vie perdues. Ensuite, on avait parlé de la sécurité sociale, donc cette notion de solidarité, où il y a une caisse commune. Et puis après, s'il y a quelqu'un qui tombe malade ou là, suite à un handicap, etc., pouvaient bénéficier donc de l'argent depuis cette caisse. On avait vu par ailleurs les différentes activités qui étaient couvertes par la sécurité sociale. On avait parlé du forfait hospitalier où la sécurité sociale donnait de l'argent à l'hôpital, quel que soit son lit, le nombre de lits, quel que soit le type d'activité. On avait parlé du remboursement des médicaments. On avait évoqué les maladies chroniques, les accidents de travail et le transfert des soins à l'étranger. Donc, pour réduire et pour faire des économies justement par rapport à l'ensemble de ces éléments-là, on peut tendre à enlever le forfait hospitalier grâce à la contractualisation. Pour le médicament, donc il faut le rembourser sur la base du médicament générique. Pour les maladies chroniques, on devait obéir aux recommandations des conférences de consensus. Pour ce qui est des accidents de travail, donc il faut optimiser les milieux de travail, les sécuriser et faire de l'éducation pour la santé afin d'éviter justement la survenue des accidents de travail. Et pour le transfert des soins à l'étranger, donc on fait de notre mieux pour améliorer les prestations dans notre pays et minimiser les transferts de soins à l'étranger. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hier dans le cours donc introduction et sécurité sociale. Maintenant, le cours, c'est les besoins de santé. On va parler de l'offre et la demande. Et on va voir deux autres cours. On va voir le système de santé en Algérie et le système de santé dans le monde. Donc, on va sortir en dehors donc, de nos frontières et voir un petit peu comment ça se passe. Alors, juste avant d'oublier, vous avez normalement une séance qui est prévue à 14h30. Elle n'aura pas lieu. Professeur Harbi s'excuse. Donc, vous n'aurez pas de séance cet après-midi. Donc, le cours d'économie de santé, ce sera aujourd'hui avec moi uniquement. On va parler des besoins de santé. On va parler donc du système de santé dans le monde et du système de santé en Algérie. Bien. Donc, on va commencer concernant, on va commencer donc concernant les besoins de santé de la population. Alors,
Donc, l'objectif du cours, c'est de ne pas ignorer les implications économiques de notre action, c'est-à-dire que le médecin doit toujours avoir à l'esprit cette notion argent, sa prescription, combien elle va coûter à la collectivité, c'est-à-dire s'il prescrit une ordonnance ou bien des examens complémentaires, un scanner de l'IRM ou des bilans biologiques, il faut savoir que ça va coûter à la société. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit cet élément-là. Il faut savoir aussi que la caisse d'assurance est toujours là pour surveiller les prescriptions et lutter contre les prescriptions abusives. Donc, il faut comprendre, l'objectif aussi, ce sera de comprendre le jeu de l'offre et de la demande dans le domaine de la santé. Voilà. Donc, on avait dit hier que l'offre de soins était représentée par les médecins, tout ce qui est médecin, donc l'éventail des professionnels de santé, médecins, dentistes, pharmaciens. Et la demande, donc, c'est l'état de santé des sujets, donc qui dépend de plusieurs éléments, notamment de l'âge, de la zone géographique, du niveau socio-économique, notamment. Bien. Donc, devant la croissance des dépenses de santé, les médecins ne peuvent rester à l'écart des réalités économiques de la société dans laquelle ils exercent. Donc, le médecin doit savoir qu'il y a des contraintes économiques face auxquelles il doit faire face. Donc, en matière de santé, on assiste à un problème, celui des besoins illimités, c'est-à-dire à chaque fois, les besoins de santé augmentent. À chaque fois, les gens veulent se soigner plus, mieux, d'accord? Mais en parallèle, nous avons des ressources limitées. Donc, l'argent, les enveloppes ne sont pas élastiques, malheureusement. Donc, nous avons des ressources limitées face auxquelles il va falloir trouver un compromis. D'accord? Il va falloir trouver un équilibre pour ne pas exploser l'enveloppe budgétaire. Donc, d'où l'importance qu'ils doivent donner à leur prescription tout en restant rationnel et efficace. Bon, c'est vrai qu'on doit prescrire d'une manière rationnelle, c'est-à-dire d'une manière logique, ne pas faire trop de dépenses, mais aussi on doit être efficace en matière de prescription, c'est-à-dire qu'on doit prescrire quand même des médicaments qui fassent guérir le patient, sinon ça ne sert à rien d'être là. Donc, il y a toujours ce petit équilibre à assurer, besoin et une demande croissante en matière de santé face à des ressources limitées, donc des enveloppes budgétaires quand même qui restent limitées. Voilà. Et le médecin donc est au centre de tout ça et il doit avoir une idée là-dessus. Donc, on reparle encore de la notion de l'offre et de la demande. Donc, en matière de consommation, l'économie classique suit le schéma suivant. Nous avons l'offre et la demande. Donc, l'acte de consommation prend son origine au niveau de la demande. C'est-à-dire, il y a une demande de soins et après, il y a une consommation, c'est-à-dire soit un achat de médicaments, soit une consultation vers le médecin, etc. Donc, l'offre et la demande sont confrontées sur le marché. Il y a le prix et là, elles sont indépendantes. Dans le cas de l'économie de la santé, il existe beaucoup plus une domination exercée sur le consommateur. L'offre est représentée par le médecin, il domine la demande. D'accord? C'est-à-dire que dans l'économie classique, nous avons l'offre et la demande. Et puis, lorsque la demande augmente, en général, les prix augmentent. Ça, c'est dans les marchés, dans l'économie classique. Dans l'économie de la santé, c'est un peu plus spécifique, où l'offre est représentée par le médecin. On avait vu hier que le médecin dominait la demande, c'est-à-dire que c'est lui qui décide si le malade doit faire un scanner, doit prendre tel antibiotique, doit recourir à tel examen biologique. Il y a quand même une certaine dépendance du médecin. D'accord? Donc, le médecin, quand même, c'est lui qui va guider la consommation de son patient. Vous avez compris cette notion de dépendance? Elle est importante, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Écrivez-moi, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas appliquer le modèle de l'économie classique, d'accord? Puisque l'économie de la santé, on l'a vu hier, c'est une économie non marchande. Donc, on ne peut pas assimiler la santé à un produit, d'accord? C'est quelque chose quand même d'assez spécifique et de précieux surtout. Donc, l'économie de la santé, elle a ses spécificités
et ses mécanismes propres. Ça, on l'a vu hier. Cette économie particulière est essentiellement orientée vers la production de services. C'est-à-dire qu'on va être là, face au patient, on va essayer de le soigner. Donc, c'est plutôt une production de services. Alors, on va parler des besoins. Et on va faire éclater cet éventail en besoins ressentis, en besoins satisfaits et un besoin réel. Donc, c'est les 3 types de besoins que le médecin doit reconnaître. Alors, un besoin ressenti, je vais vous expliquer schématiquement c'est quoi, c'est ce que ressent le patient en fait. Et ça peut ne pas être un besoin réel. Je vais vous expliquer par exemple une jeune fille qui vient consulter pour un retard pubertaire. Elle voit toutes ses copines qui sont pubertes et elle qui ne l'est pas. Donc là, c'est un besoin ressenti, c'est un décalage entre ce que ressent le patient et ce que lui considère comme normal. D'accord? Et si le médecin fait un bon interrogatoire, il va voir qu'il n'y a pas de problème puisque dans la famille de cette jeune fille, il y a un retard pubertaire, donc il faut une puberté relativement tardive, donc il ne faut pas l'angoisser ou la stresser outre mesure puisque c'est normal. Donc ça, c'est un besoin ressenti. Je vais vous lire la plaque. Donc un besoin médical est ressenti lorsque l'individu ressent un manque en matière de santé à satisfaire. Donc il y a un problème et un décalage par rapport à ce que lui considère normal. Donc, un écart entre un état de santé existant et un état de santé désiré, souhaité. Donc, il peut s'agir d'un petit problème physiologique ou d'un problème anatomique. C'est juste ressenti par le patient, mais ce n'est pas un vrai problème que le médecin peut étiqueter comme tel et soigner en tant que tel. Donc, ça, c'est ce que ressent le patient et ça peut être en décalage total avec la réalité. Donc là, c'est un besoin ressenti. Il faut savoir qu'il n'y a aucun parallélisme entre le besoin ressenti et la gravité du cas. Et un besoin de soins ressenti n'aboutit pas toujours à une demande de soins. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le patient vient se plaindre que ça nécessite vraiment des soins. D'accord? C'est ce que lui ressent, c'est purement subjectif. Par ailleurs, le besoin de soins est très subjectif et ne correspond pas toujours à la réalité médicale. Par exemple, la médicalisation d'un problème social. Hein. Le patient a un conflit avec ses parents, etc. Il ressent des maux de ventre alors qu'il n'y a rien du tout. Il ne correspond pas toujours à un besoin médical de nature organique, par exemple les maladies psychosomatiques. Donc là, c'est ce que le patient ressent. Il n'y a en général pas de réalité anatomique, mais le rôle du médecin, ce serait de faire prendre conscience au patient de la nature du problème. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est des besoins médicaux ressentis. Donc, c'est ce que ressent le patient et c'est en décalage par rapport à une réalité, mais en fait, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le besoin médical ressenti. Maintenant, pour le besoin médical satisfait, donc un besoin médical est satisfait lorsqu'il aboutit à une consommation médicale, c'est-à-dire qu'on va consommer des médicaments ou faire des consultations. Donc le besoin médical satisfait, il est exprimé par la consommation médicale, c'est-à-dire le nombre de consultations, le nombre de médicaments prescrits, le nombre de journées d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin et il y a eu consommation, soit de médicaments, soit de services de santé. Encore qu'il y ait parfois une surconsommation. Donc là aussi, il faut faire attention par rapport à la surconsommation. Par exemple, une consommation de certains médicaments excédant les besoins véritables. C'est-à-dire le malade est là à surconsommer beaucoup de médicaments, où là, il va chez plusieurs médecins et bénéficie de plusieurs prescriptions. Pour que les besoins de soins ressentis et demandés soient suivis d'une consommation médicale, il faudrait que les moyens de soins soient suffisants. C'est-à-dire que le passage de la demande à la consommation dépendra de l'offre. C'est-à-dire, je vais expliquer un petit peu, ça va vous paraître rébarbatif, mais pour que le patient puisse consommer, il faudrait que le médecin prescrive.
D'accord, il faudrait qu'il y ait une offre, donc il faudrait qu'il accède au médecin et il faudrait qu'il accède chez le médecin et qu'il y ait une offre de soins et bien sûr que les moyens de soins soient suffisants, c'est-à-dire si le médecin demande un scanner, il faudrait disposer d'un scanner. S'il prescrit une céphalosporine, il faudrait qu'elle soit disponible. Donc c'est ça, cette notion de moyens de soins suffisants. D'accord. Donc je reprends, j'essaie de récapituler. Donc des besoins médicaux ressenti, c'est ce que ressent le patient et ça peut ne pas être réel, d'accord? Il y a un décalage entre ce que ressent le patient et la réalité, la normalité. Il y a le besoin médical satisfait, c'est ce que ressent le patient et le médecin va le satisfaire en prescrivant des médicaments ou un scanner ou autre. Mais là, il faut faire attention à une éventuelle surconsommation en matière de produits de santé. Et puis, alors, pour ce qui est de la demande, donc c'est le passage de la sensation à l'action. Donc pour qu'il y ait demande, il faudrait que le patient ressente un besoin et qu'il passe à l'action, c'est-à-dire qu'il aille chez le médecin. Donc il y a deux types de demandes. Il y a une demande primaire ou spontanée où le patient part de lui-même acheter les médicaments ou bien part de lui-même faire sa consultation chez le cardiologue ou là chez le néphrologue, etc. Ça, c'est la demande primaire. La demande secondaire, c'est une demande induite, c'est-à-dire ce sont des examens complémentaires prescrits par le médecin ou bien des consultations de spécialistes qui vont dépendre du médecin généraliste. Et ça, c'est important. Donc, ce passage par le médecin généraliste qui va demander des examens complémentaires et éventuellement orienter vers le médecin spécialiste. Donc, ça, ce sont les deux types de demandes. Donc, nous avons la demande primaire ou spontanée et nous avons les demandes secondaires ou demandes induites où il y a le passage par le médecin généraliste. Donc ça, c'est lorsque les besoins sont satisfaits. Alors, il y a un troisième type de besoin qui est important par contre. Hada, on peut passer à côté. Ce sont les besoins médicaux réels. Ça, les patients, ils ont vraiment besoin d'une prise en charge médicale, mais ils ne font pas toujours attention. D'accord? On a l'exemple d'un patient hyper tendu qui s'ignore. Donc, l'HTA, elle va s'installer à bas bruit. Donc, il y a le patient, il a besoin d'être pris en charge, mais il ne ressent pas ce besoin. Et ça, c'est grave parce qu'il y a des complications sans le savoir. Donc, le besoin médical réel, il faut quand même faire attention à ce point. Donc, presque tous les besoins ressentis sont réels, mais beaucoup de besoins réels ne sont pas ressentis justement. Par exemple, un diabète qui évolue à bas bruit, de l'HTA qui évolue à bas bruit, sans que le patient ne ressente le besoin d'aller consulter. Donc, alors quel est l'éventail de ces besoins réels justement? Soit parce qu'il n'y a aucun signe justement qui a alerté le malade sur son état de santé, qu'il juge normal. Par exemple, l'installation à bas bruit d'une HTA qui sera découverte d'une manière fortuite, par exemple lors d'un bilan systématique. Et là, on peut trouver déjà une rétinopathie ou là une HVG ou là, alors que le patient n'a qu'un chambel ou khlas. D'accord, ça, c'est qu'il n'y a aucun signe justement qui a alerté le malade. Un autre point, c'est parce qu'il n'a pas reçu l'éducation sanitaire nécessaire à la compréhension de certains hauts risques pathologiques. Donc, le patient n'est pas suffisamment éduqué. D'accord? Il faut savoir que l'éducation sanitaire, c'est quelque chose de très important pour avoir un citoyen éduqué et ça s'apprend depuis l'école. D'accord? Pour avoir vraiment un citoyen éduqué en matière de santé. Donc, il y a des risques pathologiques qui sont connus et qui risquent d'entraîner une pathologie évidente au cours du temps, si ce sujet-là, bien sûr, ne modifie pas son comportement. Si on prend par exemple l'exemple du tabagisme, si le sujet continue de fumer pendant plusieurs années, c'est clair qu'il va faire toute une panoplie de complications. D'accord? Si le patient n'est pas suffisamment éduqué, eh ben voilà, il va compliquer malheureusement sans le savoir. Il y a l'exemple de la suralimentation, il y a l'exemple de l'éthylisme, etc. Donc ça, c'est par manque d'éducation sanitaire. Le troisième volet, c'est parce qu'il n'est pas au courant des dangers
de certains polluants. Donc, il peut être exposé à certains polluants, soit de par son habitation, ou de par son travail, sans qu'il ne soit au courant. Et dans notre société, il n'y a pas non plus une pression suffisante sur les gouvernements pour faire cesser ce genre de pollution. Donc, par manque d'informations, qui met les gens, par exemple, qui mettent les bornes téléphone portable, d'accord, les antennes, elles sont cancérigènes, d'accord, ils les mettent au-dessus de leur villa, d'accord, c'est vrai que ça rapporte un peu d'argent, mais en contrepartie, ils ont pris un grand, grand risque de développer des cancers. Donc, parce qu'ils ne sont pas au courant des dangers de certains polluants, justement. Le dernier volet, parce que la science médicale n'a pas encore toutes les informations sur tout et qu'il reste des pathologies dont on ne connaît pas la cause, ni les thérapeutiques. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas orienter le patient. Donc, pour toutes ces raisons, le patient peut avoir des besoins réels, mais on ne les voit pas. D'accord? Alors, les besoins médicaux réels sont donc connus ils seront mieux connus grâce au développement de la recherche scientifique. Donc, plus la recherche scientifique se développe, mieux on connaît les besoins, surtout en matière de prévention, justement. Ça va aider au développement de la prévention, donc à l'éducation sanitaire, à la détection précoce de certaines pathologies. Et puis, la recherche épidémiologique aussi, oui, on va détailler les pathologies, les relations entre les différents facteurs de risque ou les facteurs protecteurs et aller dans le sens, bien sûr, de la prévention. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair? Alors, il y a un étudiant qui me demande est-ce qu'un besoin ressenti est un besoin réel? Ça peut être un besoin réel, d'accord. Un besoin ressenti, par exemple, il y a quelqu'un qui a très mal au niveau de la région épigastrique, ça peut être un besoin réel en rapport avec un ulcère, c'est clair. Mais il arrive que le besoin ressenti soit vraiment décalé. Ok, je vous ai donné l'exemple de ce retard pubertaire. La fille voit qu'elle n'est pas pubertaire alors qu'il n'y a aucun problème. Dans le cas inverse, un besoin réel peut ne pas être ressenti. Et c'est l'exemple de l'HTA. D'accord, l'exemple de l'HTA, où le patient souffre d'HTA, mais il ne ressent aucun symptôme. Donc, pour lui, il n'a pas besoin de consulter ou d'aller voir un médecin, parce que de toute façon, il se sent bien. D'accord. Mais entre-temps, l'HTA est en train d'évoluer à bas bruit et faire des dégâts. Alors, moi, ce que je vous conseille pour garder... ce que je vous conseille pour comprendre les cours, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même assez abstrait, c'est de prendre un exemple type ou là, un fil conducteur pour chaque partie du cours. Comme ça, vous pouvez concrétiser les exemples. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que le besoin ressenti est toujours subjectif? Disons qu'il est souvent subjectif. D'accord? Le besoin réel est objectif. Dans une certaine mesure, oui. Pour un besoin réel, le patient il ne voit pas du tout ce besoin. Hein? Vous avez compris, ça, il ne ressent pas du tout le besoin d'aller chez le médecin. Une HTA, il s'ignore et il ne ressent pas du tout le besoin d'aller consulter. Ok? Est-ce que c'est à peu près clair? Voilà, je préfère le mot silencieux ou la insidieux, tout à fait, pour la personne qui m'a écrit, oui, tout à fait. Est-ce que c'est à peu près clair? Donc, essayez de voir et de revoir vos cours et en gardant pour chaque partie un exemple. Comme ça, vous allez mieux matérialiser le concept. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait avoir un besoin médical ressenti, donc c'est juste ce que ressent le patient, un besoin satisfait qui aboutit à la consommation médicale et un besoin réel, donc où le patient a réellement besoin d'une prise en charge. Voilà. Donc, Hada, c'est pour le premier cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport au premier cours pour qu'on puisse passer au deuxième cours qui est plus intéressant à mes yeux, hein. Vraiment, il est plus intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au premier cours?
Alors, le besoin satisfait, c'est que le besoin satisfait, par exemple, c'est que le patient va chez le médecin et que le médecin lui prescrit des médicaments. Voilà, le besoin a été satisfait. Il va chez le médecin lui prescrit des médicaments et c'est bon. Ou là, il va chez le médecin, il lui fait scanner, bilan biologique, prescription médicale et tout va bien. Voilà. Ça, c'est pour le besoin satisfait. Est-ce que j'ai satisfait votre question? Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse? Donc, satisfait, ça veut dire que ça aboutit soit à une consommation médicale, soit une prescription, ou là un scan, ou là un examen complémentaire, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes satisfait aussi. C'est parfait. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au deuxième cours. D'accord? Le deuxième cours qui est donc l'organisation du système de santé en Algérie. Alors, un système de santé, c'est tout ce qui est là, tout ce qui est mis en place pour justement améliorer la santé des individus. C'est tous les moyens humains et matériels qui sont là, qui sont mis en place pour satisfaire les besoins en santé d'une population. Donc, c'est l'ensemble des médecins, des structures de santé, tout ça, toute cette dynamique qui va fonctionner pour satisfaire les besoins en santé de la population. On va parler du système de santé, comment il est organisé, c'est-à-dire depuis l'échelon central, le ministère de la Santé, les structures d'appui du ministère de la Santé, vers l'échelon périphérique, d'accord, au niveau local. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, on va définir justement ce qu'est un système de santé. Alors, un système de santé, c'est tout ce qui est là, d'accord, pour justement répondre aux besoins de la population. Donc, c'est l'organisation des moyens qui vont permettre de répondre aux besoins d'une population. Donc, tout ce qu'on va mettre en place pour satisfaire ces besoins, justement. Il y a des moyens matériels, c'est-à-dire tout ce qui est établissement de santé, équipement médical, imagerie, biologie, etc. Donc, ce sont les moyens matériels. Et les moyens humains, tout ce qui est professionnel de santé, les hospitaliers, les praticiens de vie, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les psychologues, tout ça. Et à côté de tout ça, nous avons les moyens financiers, donc les enveloppes financières qui sont là pour faire fonctionner justement ce système de santé, notamment les organismes de protection sociale qui vont financer le système de santé. Ça, on l'a vu hier, on a vu que la sécurité sociale participait en grande partie au financement du système de santé. Et puis, à côté de tout ça, nous avons besoin de moyens décisionnels, c'est-à-dire des choix de santé publique faits par les pouvoirs publics. Alors, je vais vous expliquer ce dernier point parce qu'il est important. Donc, nous avons les hôpitaux, les médecins, tout cet argent. Donc, tout ça qui fonctionne, mais ça doit fonctionner dans un cadre organisé. Donc, on a besoin de directives, d'une politique de santé, de quelque chose qui va faire fonctionner tout ça. Donc, ce sont les moyens décisionnels, d'accord, qui vont nous dire faites telle chose, allez dans telle direction, etc. Donc, on a besoin de ces directive de cette politique de santé qui va nous guider pour travailler. Parce que sachez que les médecins, tout ça, ne peuvent pas travailler d'eux-mêmes. Il leur faut quand même quelque chose pour les diriger. Est-ce que vous avez compris ce qu'est un système de santé? Ça, c'est important. De quoi il est composé et comment il fonctionne. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Vous me suivez? Maintenant, vous le voyez? Non? Je vais voir ce qui ne va pas.
c'est vert. Et là, maintenant vous voyez. Très bien. Alors, oui, très bien. Donc, vous avez compris comment fonctionne un système de santé. Maintenant, quels sont les objectifs justement de ce système de santé? Alors, les objectifs de ce système de santé, c'est de permettre à chacun d'accéder au meilleur état de santé possible. Donc, l'objectif du système de santé, c'est d'améliorer la santé de chaque citoyen. Deuxième objectif, c'est de garantir l'accès aux soins. Garantir l'égal accès aux soins, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inégalité en matière d'accès aux soins. C'est-à-dire aussi bien les gens riches que les gens pauvres, les gens qui habitent la ville, les gens qui habitent la campagne, tout le monde doit pouvoir accéder aux soins. Justement, les objectifs de chaque système de santé, c'est de réduire les disparités, de réduire ces inégalités en matière d'accès aux soins. Troisième objectif, c'est d'assurer la continuité des soins. Donc, les soins doivent être dispensés à la population tous les jours de la semaine, tout au long de l'année. Il n'y a pas une interruption en matière de soins. Quatrième objectif, c'est d'assurer une meilleure sécurité sanitaire possible. D'accord? Donc, assurer la santé et la sécurité des citoyens en matière donc de sécurité sanitaire. Et puis, dernier point, c'est de développer la prévention et la promotion de la santé. Donc, les activités de prévention, c'est essentiellement les activités de vaccination, par exemple, d'accord, qui sont un objectif majeur dans un système de santé. Donc, prévention, promotion de la santé en faisant donc de l'éducation pour la santé. Donc, ce sont les objectifs d'un système de santé. Donc, je reprends. Un système de santé, c'est toute cette dynamique, toutes ces personnes, tous ces moyens matériels, financiers, toutes ces politiques qui sont là. Et leur objectif, c'est de permettre à chacun d'avoir le meilleur état de santé possible, de réduire les inégalités en matière d'accès de soins, d'assurer une continuité de soins, d'assurer une meilleure sécurité en matière de soins et puis de faire de la prévention et de la promotion pour la santé. Est-ce que c'est clair? Je vais m'arrêter pour voir et prendre vos questions éventuellement. Écrivez-moi, est-ce que c'est clair? Écrivez s'il vous plaît. Très bien. Très bien. On va parler maintenant de la politique de santé publique. Alors, la politique de santé publique, c'est un ensemble d'orientations et de choix stratégiques. D'accord? Il faut savoir qu'en santé publique, on a besoin d'avoir des orientations et de faire des choix stratégiques. C'est-à-dire prendre cette voie plutôt que telle autre voie. On prend ce chemin plutôt que cet autre chemin. C'est-à-dire qu'on va prendre les priorités, les problèmes prioritaires et on va aller prioritairement les solutionner. C'est ça les choix stratégiques. Il y a beaucoup de problèmes de santé, d'accord? Et comme étant donné que les moyens sont limités, les moyens humains, les moyens financiers, on est obligé de faire des choix, d'accord? Et d'aller dans cette direction plutôt que telle autre direction. Donc, une politique de santé publique, c'est ça. C'est un ensemble d'orientations, d'accord, des directives, et c'est des choix stratégiques qu'on va faire par les pouvoirs publics dans le domaine de la santé publique. Je vais vous donner un exemple de choix, par exemple, stratégique. Si on a une petite quantité de sérum antiscorpionique, d'accord, où est-ce qu'on va la donner, cette quantité? Est-ce qu'on va la donner dans les villes, les wilayas du Nord? Maintenant, au niveau du Nord, on n'a pas de problème d'envenimation scorpionique. Donc, si on a une petite quantité, on va la donner dans les wilayas du Sud. Pourquoi? Parce qu'on sait, les indicateurs sanitaires nous disent que l'envenimation scorpionique, non seulement elle est fréquente dans les wilayas du Sud, mais elle est grave aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Une piqûre de scorpion, elle est grave au niveau du Sud, les wilayas du Sud. Donc ça, c'est un exemple quand même caricatural, mais d'un choix stratégique pour solutionner un problème. Donc l'objectif de la politique de santé publique, c'est d'améliorer la santé de la population
Donc, de réduire la mortalité, d'allonger l'espérance de vie et de réduire les inégalités en matière d'accès aux soins. D'accord. Et en expliquant justement cette politique de santé publique, est-ce que j'ai répondu à la question de monsieur ou madame Sam 9, les besoins décisionnels? Donc, les besoins décisionnels, c'est ça. On a besoin pour travailler d'être orienté, d'accord? On ne travaille pas comme ça à l'emporte-pièce, surtout quand on fait de la santé publique, d'accord? On a besoin d'orientation et de directives. Est-ce que monsieur ou madame Sam 9 est satisfait de ma réponse en matière de besoins décisionnels? Très bien. On va continuer. Donc, c'est clair pour la politique de santé publique. On a besoin d'être orienté. D'accord? C'est comme dans la vie courante, oui, on a besoin de conseils à nos parents, des conseils de nos amis. En santé publique, on a aussi besoin d'être conseillé et surtout dirigé. C'est important. Là, on va décliner quelques lois de la santé algérienne qui vont reprendre justement les notions d'un système de santé et la notion de politique de santé, justement. Donc, pour ce qui est du système de santé, donc tous les citoyens ont droit à la protection. L'État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. C'est-à-dire quand il s'agit de prévention, c'est prise en charge par l'État. Tout ce qui est vaccination, ça rentre dans le cadre de la prévention, l'espacement des naissances, tout ça, c'est dans le cadre de la prévention et c'est pris en charge par l'État. Pour ce qui est des maladies épidémiques, si on prend l'exemple de la tuberculose aussi, elle est prise en charge de A à Z par l'État. L'IDR, à la tuberculine, l'examen des crachats, les traitements antituberculeux, aussi longs soient-ils, ils sont totalement pris en charge par l'État. Donc le patient les prend gratuitement. D'accord? Donc c'est ça, l'État qui assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. D'accord? Et ça, c'est un point important. Imaginez un patient atteint de tuberculose qui devrait acheter ses médicaments. Ça va lui coûter très très cher. D'accord? Des traitements de 6 mois, de 12 mois, etc. C'est énorme. D'accord? Donc, c'est quand même à la charge de l'État. Donc, c'est la loi 54, c'est l'article 54. Donc, la loi sanitaire 8505 dans son article 4, justement, définit le système de santé comme étant un ensemble d'activités et de ressources. Donc là, on revient au système de santé. Donc, c'est un ensemble de ressources humaines, matérielles et financières destinées à assurer la protection et la promotion, ainsi que l'amélioration, l'évaluation et la surveillance et le maintien ou le rétablissement de la santé de la population. Donc, c'est tout ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Alors, on va être coupé dans moins d'une minute. Si jamais on se coupe et que j'arrive à me reconnecter, ça, sinon, vous me laisserez un peu de temps, le temps, l'ingénieur. Donc, restez là, Bark, le temps que je me reconnecte. Donc, il me reste moins d'une minute et je vais continuer à expliquer. Donc, la loi sanitaire, donc, elle va expliquer justement ce que j'étais en train de vous dire sur le système de santé. C'est tout ce qui est ressources humaines, matérielles, qui sont là pour améliorer l'état de santé des individus. Donc, le système national de santé est organisé justement pour prendre en charge les besoins en santé de manière globale, cohérente et continue. D'accord? On va prendre en charge tous les aspects de la santé d'une personne, d'accord? C'est pas un côté et on va ignorer un autre côté, de manière cohérente